Bonjour, ici Patrick Vanas pour Théologique. Au cours de la dernière émission, nous avons parlé des enjeux et des acteurs impliqués dans le conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, nous allons parler de la question des Palestiniens, de leurs actions, ainsi que des tentatives de processus de paix. Donc, un petit rappel, premièrement, en 1967, la Judée-Samarie ainsi que la bande de Gaza ont été sous juridiction israélienne. Par contre, elles n'étaient pas annexées à Israël, alors que la partie est de Jérusalem a été annexée à Israël. Et c'est dans ce contexte-là que la première intifada va débuter. Donc, petit rappel aussi, c'est que les Palestiniens étaient quand même organisés. Ils ont évidemment fondé une organisation qui est l'Organisation de la libération de la Palestine, qui était sous la gouvernance de Yasser Arafat. Et cette organisation-là, qui est née en 1964, avait comme objectif la destruction de l'État d'Israël et la conquête de l'ensemble du territoire d'Israël par les Palestiniens pour former un État palestinien. Par contre, au cours des années, l'Organisation de la libération de la Palestine a quand même modéré ses positions, demandant évidemment simplement que la Palestine ait leur propre territoire, donc accepte une solution à deux États, un État juif, un État palestinien, et l'État palestinien comprenait la Judée-Samarie, la bande de Gaza, ainsi que la partie est de Jérusalem. Et c'est dans ce contexte-là aussi que la première intifada a débuté. En 1987, après 20 ans, évidemment, de présence israélienne en Judée-Samarie, à Gaza, dans la partie est de Jérusalem, la population palestinienne commence à vouloir se révolter. Donc, il y a une révolte spontanée qui va débuter, qui va s'appeler l'intifada. L'intifada, évidemment, est une révolte massive avec des manifestations importantes, comme on peut le voir ici sur la photo. C'est un ensemble de manifestations qui sont aussi spontanées, non organisées, ni même planifiées par l'OLP, l'Organisation de la libération de la Palestine. Et c'est aussi une révolte peu violente, dans le sens que, oui, c'est sûr qu'il y a de la violence, on lance des pierres, mais il y a peu d'armes utilisées. Donc, on va appeler ça aussi la révolte des pierres. La première intifada aussi va mettre en évidence dans la communauté internationale la situation dans les territoires palestiniens et va sensibiliser la communauté internationale au conflit israélo-palestinien. Va faire aussi que l'armée israélienne, le gouvernement israélien va mal paraître et va être vu comme une armée d'occupants. C'est quand même étonnant de voir qu'on passe pour des occupants alors qu'on revient dans un territoire qui nous appartenait dans le passé, mais dans le monde, on voit ça comme une armée d'occupation, une armée violente, les gros tanks contre les enfants qui lancent des pierres. Et ça fait aussi qu'Israël a subi des pressions, même des Américains, qui étaient leurs plus proches alliés, pour régler le conflit israélo-palestinien et amener une négociation de paix qui réglerait le conflit. Donc, simplement pour vous rappeler que le terme intifada, qui peut être inconnu pour certains, veut dire simplement une révolte. Donc, c'est une révolte qui a été initiée par les Palestiniens. Donc, à la suite de ces pressions internationales-là, il va y avoir évidemment des pressions sur Israël pour des négociations. Il va y avoir une tentative à Madrid d'une réunion regroupant les Israéliens, les Palestiniens. Ça a été un échec. Par contre, entre 1991 et 1993, des négociateurs israéliens et palestiniens vont se rencontrer en secret à Oslo, la capitale de la Norvège. En cachette même des Américains, les Américains n'ont pas vu ça du tout et ils voulaient vraiment que la négociation soit vraiment secrète, négociation secrète, qui ont amené en 1993 et en 1995 aux accords d'Oslo. Donc, il y a eu deux accords d'Oslo, les accords d'Oslo 1 en 1993 et les accords Oslo 2 en 1995. Donc, les accords d'Oslo, simplement, ce sont des accords intérimaires. Donc, ce ne sont pas des accords définitifs parce qu'on était incapable à l'époque de trouver une solution permanente au conflit israélo-palestinien et cet accord intérimaire-là était préalable à une négociation sur un statut final qui était supposé avoir lieu d'ici les 5 prochaines années, donc à la fin des années 90. Donc, dans ces accords intérimaires-là, on va retrouver une situation où les Palestiniens vont rentrer en Palestine parce qu'ils étaient en exil depuis le début de 1967. Donc, les Palestiniens vont rentrer, ils vont former ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, qui va être un gouvernement autonome palestinien. Et l'autonomie va être variable selon 3 zones en Judée-Samarie ainsi que sur la bande de Gaza. Donc, zone A, zone B et zone C.
Et ça, cette division-là fait référence aussi à Joël, chapitre 3, ou au verset 2 aussi, où Joël dit que vous êtes partagé mon territoire. Donc, on voit par exemple dans les 3 zones, on a la zone A, telle qu'on le voit par exemple sur la carte ici. Dans la zone A, on voit que ce sont les villes palestiniennes ainsi que leur banlieue, on peut dire, ainsi que les zones entourant. Dans la zone A, on avait une autonomie totale palestinienne. Donc, le gouvernement s'occupait autant des affaires civiles que des affaires sécuritaires, de police et d'armée. Et ce territoire-là comprenait environ 17% du territoire de la Judée-Samarie. Dans la zone B, qui comprend plutôt les campagnes et les villages palestiniens, qui comprend environ 24% du territoire, on avait une autonomie partielle pour l'autorité palestinienne. Donc, l'autorité palestinienne s'occupait des affaires civiles. Par contre, la sécurité et la lutte contre le terrorisme étaient sous la responsabilité de l'armée israélienne. Et dans la zone C, comme on a parlé dans la dernière émission aussi, qui comprend 59% du territoire, la zone C, comme on le voit sur la carte ici, on retrouve les implantations israéliennes, ainsi que des zones désertiques aussi, qui se retrouvent dans cette zone C-là. Et ça, c'est 59%. Et dans cette zone-là, c'est aucune autonomie plutôt pour l'autorité palestinienne, et on avait aussi contrôle israélien total. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis la signature des accords, vu qu'il n'y a pas eu de solution de paix qui a été signée, il n'y a pas eu de négociations de paix, on voit aussi que ces accords-là sont toujours en vigueur. Je vous invite aussi à regarder cette photo-là ici de ces 3 dirigeants politiques-là. On retrouve la signature des accords d'Oslo I en 1993, avec au centre M. Bill Clinton, à l'époque président des États-Unis. À la gauche, Yitzhak Rabin, qui était premier ministre israélien, et à la droite, Yasser Arafat, qui était le chef de l'OLP, l'Organisation de l'Autorité palestinienne, et qui est devenu le président de l'Autorité palestinienne pour l'application des accords. Donc, ces accords-là ont permis, premièrement, la formation d'un gouvernement autonome palestinien, pour une première fois, qu'on appelait l'Autorité palestinienne. Par contre, l'Autorité palestinienne, qui était dirigée par le leader de l'Organisation de la libération de la Palestine, qui était Yasser Arafat, a quand même joué un double jeu. Donc, chez Yasser Arafat, il y avait un calcul en disant c'est pas certain qu'on va pouvoir avoir une négociation de traité de paix signé, et en secret, en profitant des accords d'Oslo, l'autorité palestinienne va importer des armes et des explosifs en vue de peut-être une deuxième révolte qui s'est concrétisée plus tard par la suite. Donc, on voit vraiment ce double jeu de la part de Yasser Arafat. En même temps, ces accords-là ont quand même un petit peu dans l'aile dès le départ. On a de l'opposition des deux côtés. Du côté israélien, on a une partie de la population israélienne, tous les partis politiques de droite israéliens, dont le Likoud, qui était dirigé par Benjamin Netanyahou, s'opposaient aux accords d'Oslo en disant qu'on ouvrait la porte à un terroriste qu'on appelait Yasser Arafat, qui avait quand même, dans le passé, dans les années 70 et 80, dirigé des opérations terroristes contre Israël. Donc, il y avait vraiment une méfiance, et on accusait Yitzhak Rabin d'avoir vendu, évidemment, Israël aux Palestiniens. Il y avait des manifestations massives du côté de ces partis politiques-là, de la population, où on dépeignait, par exemple, Yitzhak Rabin avec des habits d'un nazi. Donc, c'était vraiment très émotif, et ça s'est malheureusement conclu en 1995 par l'assassinat du premier ministre israélien Yitzhak Rabin par un jeune militant juif ici. Du côté des Palestiniens, on avait aussi de la dissension parce que chez les Palestiniens, on avait un groupe dissident qui s'appelait le Hamas, dont on va parler prochainement, et le Hamas a refusé totalement les accords parce que pour le Hamas, tout le territoire doit appartenir aux Palestiniens, et pour saborder les accords, le Hamas va commencer à commettre des attentats terroristes en Israël dès 1994. Et évidemment, la situation s'est étirée. En 1993, élection israélienne, M. Benjamin Netanyahou prend le pouvoir en 1996. Il est vraiment peu empressé d'appliquer les accords d'Oslo et de les faire évoluer vers une négociation de statut global. Et en même temps, M. Netanyahou va accélérer la construction d'implantations sur les territoires de Judée-Samarie ainsi que la bande de Gaza à cette époque-là. Et évidemment, on prévoyait évidemment qu'il y aurait des négociations par la suite. Donc, en 1999, élection en Israël, M. Netanyahou perd le pouvoir et à sa place, on va avoir M. Ehud Barak, chef du Parti travailliste, parti évidemment qui a négocié l'accord d'Oslo de 1993 et 1995, qui prend le pouvoir. Et M. Ehud Barak va subir, on peut dire, des pressions de M. Bill Clinton, qui est encore président
pour une dernière année pour qu'il y ait des négociations sur un statut final en Palestine et en Israël aussi. Et en juillet 2000, M. Bill Clinton, comme on le voit sur la photo ici, va convier M. Ehud Barak à la gauche sur la photo et M. Yasser Arafat, qui est toujours le président de l'autorité palestinienne, à la droite, pour une négociation à Camp David, en banlieue de Washington. Et on va traiter de tous les sujets. On va traiter de la question des réfugiés, de la question de Jérusalem, la question des frontières, le type d'État qu'on va avoir en Palestine. On va traiter aussi de la distribution de l'eau, qui est un enjeu important aussi, et la question des implantations. Malheureusement, c'est un échec. Donc, l'échec a été évidemment attribué largement à M. Yasser Arafat, qui a voulu vraiment pas faire de concessions, notamment sur la question des lieux saints. Et on peut dire que la question de Jérusalem et le retour des réfugiés, dont on a parlé à la dernière émission, ont été évidemment les points qui ont amené l'achoppement, évidemment, des négociations. En même temps, évidemment, on va en parler un peu plus loin tout à l'heure, les Palestiniens vont commencer à se révolter. M. Ehud Barak et M. Clinton, évidemment, sont en fin de mandat, on peut dire. M. Ehud Barak a perdu sa majorité au Parlement israélien, à la Knesset. Il sait que les élections vont s'en venir. M. Clinton va terminer bientôt son mandat, mais à Taba, en Égypte, en janvier 2001, il va y avoir quand même une tentative ultime de négociation. Et comme on va voir sur la carte tout à l'heure aussi, on va avoir quand même Israël va quand même faire des concessions majeures. Et on aurait pu peut-être, à cette époque-là, arriver à une résolution du conflit israélo-palestinien. Par contre, le temps a manqué. En février 2001, changement important. On voit sur la photo ici M. Ariel Sharon qui prend le pouvoir. M. Ariel Sharon prend le pouvoir en février 2001 et M. Sharon va refuser tout simplement de continuer le processus. Il est vrai que M. Sharon a été accusé par les Palestiniens d'avoir provoqué les Palestiniens en allant marcher sur le mont du Temple en septembre 2000, lorsqu'il était en campagne électorale ici, qui s'en venait, il était le chef de l'opposition à l'époque. En même temps aussi, on avait déjà du côté des Palestiniens débuté la deuxième intifada, dont on va vous parler un peu plus loin tout à l'heure. Donc, dans la deuxième intifada qui va redébuter, il va y avoir des attentats terroristes palestiniens en Israël, révolte de la population, en même temps représailles militaires israéliennes, donc le terrain est très peu propice à les négociations de traité de paix. Et en même temps, M. Clinton quitte le pouvoir et son successeur plutôt, M. George W. Bush, ne sera pas intéressé à s'impliquer dans ce conflit-là. Et on voit sur la carte ici deux cartes, en fait. La carte à gauche, c'était les offres israéliennes aux Palestiniens lors des négociations de Camp David. On prévoyait notamment que les implantations étaient maintenues, mais dans un État palestinien. Il y avait, par exemple, les zones en vert qui étaient les zones palestiniennes et les zones en bleu qui étaient les zones israéliennes. On voyait qu'on avait un État palestinien qui était un peu plus petit, avec évidemment des zones où sont les implantations qui seraient annexées à Israël. On coupait en deux, évidemment, la Judée et la Samarie. Jérusalem restait à Israël aussi. Et en 2001, évidemment, la carte est différente. On voit, par exemple, que le territoire palestinien proposé est beaucoup plus grand. C'est plus de 97 de la superficie de la Judée-Samarie. On démantelait les implantations, mais en raison du manque de temps, en raison de l'intifada qui a recommencé, on est obligé d'arrêter. Et c'était le plus loin qu'on est allé en termes de négociations, en termes de tentatives d'arriver à un accord israélo-palestinien. Donc, échec des négociations à Camp David, échec des négociations plutôt à Taba. Donc, en septembre 2000, à la suite de l'échec de Camp David, on va avoir malheureusement une deuxième intifada, une deuxième révolte de la part des Palestiniens. Et cette intifada-là va durer 6 ans, de 2000 à 2006, et elle va être beaucoup plus violente que la première. Je vous ai rappelé tout à l'heure que lors de la l'application des accords d'Oslo, l'autorité palestinienne a accumulé des armes et des explosifs. Le Hamas, qui est un autre groupe aussi, a accumulé des armes et des explosifs aussi. Et il va y avoir évidemment des manifestations massives comme la première, mais malheureusement, la deuxième intifada va être beaucoup plus violente. Et donc, on va avoir, comme on voit sur la photo ici, l'implication de brigades terroristes qui vont aller combattre des attentats en Israël. Donc, on a du côté de tous les groupes palestiniens, parce qu'ils ne sont pas unis, on a des brigades. Par exemple, du côté de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui est un parti politique qui s'appelle le Fatah et qui gouverne l'autorité palestinienne, qui était supposé assurer évidemment la paix et assurer aussi le succès des négociations. Ils ont des brigades.
Et ces brigades-là vont commettre des attentats. On a les Tanzim qui existent depuis plusieurs années. On a aussi les brigades d'Al-Aqsa qui vont commettre des attentats en Israël avec évidemment des morts et des blessés en grande quantité. Du côté du Hamas, on va parler un peu plus loin tout à l'heure, le Hamas a aussi ses brigades, des brigades Ezzedine Al-Qassam. Ces brigades-là vont aussi commettre des attentats en Israël. Et on a aussi un troisième groupe qui s'appelle le Djihad islamique, qui est appuyé par l'Iran, qui est basé à Gaza, dans la bande de Gaza, qui va aussi commettre des attentats en Israël. Et donc, lors de cette deuxième intifada-là, on va voir que les Palestiniens vont frapper au cœur d'Israël. Ce ne sera pas seulement des révoltes de pierre dans les territoires, mais ils vont entrer de façon, évidemment, clandestine, et ça va être des attentats suicides palestiniens en Israël. Les cibles, comme on voit sur la photo ici, par exemple, sont les autobus, sont les cafés, les restaurants. Ça peut être aussi, par exemple, des marchés publics. Il y a eu des attentats très meurtriers, par exemple, 29 morts dans un seul coup à Netanya plutôt lors de la fête de la Pâque. Donc, c'était vraiment très meurtrier. Plus de 1000 victimes du côté des Israéliens. Les Israéliens sont vraiment frappés au cœur et ça va vraiment frapper l'imaginaire du monde entier. Du côté des Israéliens, évidemment, on est en guerre. C'est une guerre israélo-palestinienne. Il va y avoir des représailles israéliennes. L'armée va réoccuper, on peut dire, les territoires de la zone A, vont entrer dans les zones palestiniennes, dans les villes palestiniennes, notamment à Jénine, notamment à Naplouse, parce que c'est là que les bases des terroristes vont se baser. Il va y avoir des opérations militaires pour arrêter, évidemment, ces dirigeants-là, ainsi que les personnes qui commettent les attentats. Il va y avoir aussi une politique d'assassinat ciblé de dirigeants, notamment du Hamas et des différentes brigades. On voit par exemple qu'Ahmed Yassine, en 2004, a été assassiné par un assassinat ciblé de la part de l'armée israélienne, parce que l'armée israélienne avait comme raisonnement, on va s'attaquer aux différents leaders. Évidemment, dans ces attaques-là, dans ces représailles-là, il y a eu quand même 2900 victimes du côté des Palestiniens. Et Israël aussi a commencé à réagir de façon peut-être plus efficace en construisant une clôture de sécurité. Cette clôture-là divise le territoire israélien et le territoire de Judée-Samarie où habitent les Palestiniens. Et cette clôture-là, qui s'est construite sur plusieurs années, avait une longueur de 660 km. Et cette clôture-là a été efficace. On a vu qu'au fur et à mesure que la clôture se construisait, mais le nombre d'attentats, évidemment, diminuait drastiquement, ce qui fait qu'en 2006, on avait à peu près plus d'attentats, et ça a été aussi la fin de la deuxième intifada. Cette deuxième intifada-là, évidemment, a discrédité Israël parce qu'on voyait la violence, mais discrédité surtout les Palestiniens, l'autorité palestinienne qui était supposée être le gardien d'un futur État palestinien, l'Organisation de la libération de la Palestine aussi, et ont été vus un peu, pour dire même responsables de cette situation-là, ont été discrédités, autant du côté d'Israël que de la communauté internationale, et ce qui fait que la confiance qui avait été construite de façon fragile entre les deux groupes a été totalement détruite, et plusieurs personnes, par exemple, ne faisaient plus confiance du tout aux Palestiniens dans cette situation-là. Et donc, c'était une situation quand même extrêmement difficile, et ce qui fait que par la suite, on va avoir, par exemple, une baisse de confiance, et ça va nuire énormément à la suite des négociations, des tentatives de négociation qui auront lieu entre les deux groupes. Donc, pour compliquer un peu plus les choses, c'est que chez les Palestiniens, on a parlé un peu plus tôt tout à l'heure, il n'y a pas vraiment d'unité. Au contraire, on a vraiment deux groupes. À partir de 1987, on a deux groupes qui s'opposent. On a d'un côté l'Organisation de la libération de la Palestine, qui a son parti politique qui s'appelle le Fatah et qui va gouverner l'autorité palestinienne. Donc, jusqu'en 1987, on a un seul groupe palestinien et c'est le représentant de tous les Palestiniens. Il y a des petits groupuscules à l'intérieur de ce groupe-là, mais pas vraiment de division. Par contre, en 1987, il va y avoir la formation d'un nouveau groupe qui s'appelle le Hamas. Donc, le Hamas a été basé surtout dans la bande de Gaza, a été financé par l'Arabie saoudite et même, de façon ironique, un peu encouragé par Israël pour faire contrepoids à l'Organisation de la libération de la Palestine. Mais pauvre Israël, évidemment, ils s'en sont mordus les doigts par la suite. Donc, on a ces deux groupes-là qui s'opposent. Et ces groupes-là vont s'opposer sur plusieurs aspects. Premièrement, sur l'attitude vis-à-vis d'Israël. Le Fatah, qui gouverne l'autorité palestinienne, va être en faveur d'une certaine forme de négociation, de compromis
par rapport à Israël. Par exemple, en 1988, l'OLP, l'Organisation de la libération de la Palestine, du Fatah, avait accepté la création de 2 États et c'est quand même l'OLP qui a négocié le traité, les tentatives de traité israélo-palestinien en 2000 et en 2001. Par contre, du côté du Hamas, c'est aucune concession, c'est la destruction de l'État d'Israël, que tout le territoire soit un État arabe palestinien. Du côté de l'État palestinien, pour le Fatah, de l'Organisation de libération de la Palestine, comme on voit dans le tableau, on va voir qu'on accepte que l'État palestinien soit compris en Judée-Samarie, soit compris dans la bande de Gaza et dans la partie est de Jérusalem, alors que pour le Hamas, c'est un État palestinien qui regroupe l'ensemble du territoire israélien d'aujourd'hui, et évidemment du territoire palestinien qui est revendiqué aussi. Pour ce qui est de la religion, évidemment, c'est l'islam, évidemment, qui est la religion des Arabes palestiniens. Pour le Fatah, on est pour un gouvernement, une société laïque. Donc, l'aspect religieux n'est pas vraiment important. Donc, on ne veut pas implanter de loi islamique en Palestine. C'est plutôt un gouvernement nationaliste, un peu comme était Nasser en Égypte à l'époque. Alors que du côté du Hamas, on veut un gouvernement et une société islamique avec la charia, qui était la seule loi de l'État palestinien. Puis en même temps, aussi au niveau des services à la population, de l'aide à la population, du côté du Fatah, de l'OLP, on n'a pas vraiment de programme d'aide. La population est quand même laissée à elle-même. Et même, on voit aussi que le gouvernement était quand même passablement corrompu. On voyait des gens, des dirigeants du Fatah qui se promenaient avec un train de vie princier, avec la Mercedes et la villa, alors que la population était plutôt dans la misère. Alors que du côté du Hamas, on a une approche totalement différente. Le Hamas va favoriser des œuvres caritatives, notamment de l'aide alimentaire, des bourses d'études, des cliniques de santé aussi, pour aider la population. Et ça, en même temps, c'est pour attirer la population vers le Hamas. Donc, on a vraiment 2 visions opposées. Et ces visions-là vont vraiment amener une division interpalestinienne par la suite. Du côté d'Israël, évidemment, on se retrouve avec ces 2 groupes-là. Israël ne veut pas parler au Hamas. Qui considère évidemment comme le pire ennemi, avec raison, on va voir un peu plus loin tout à l'heure aussi, c'est que pour Israël, le seul interlocuteur valable pour toute tentative de négociation ou tout pour parler, c'est le Fatah de l'Organisation de libération de la Palestine qui gouverne l'autorité palestinienne, donc seulement eux autres. Alors que le Hamas va considérer le Fatah de l'Organisation de la libération de la Palestine comme traître à la cause palestinienne à cause de ses compromis. Et à partir des années 2000, l'opposition entre les 2 groupes va être tellement importante qu'il va y avoir une guerre civile interpalestinienne. Et ça, évidemment, ça va amener la scission de la Palestine, des territoires de Judée-Samarie et de la bande de Gaza. Et dans cette guerre civile interpalestinienne-là, le Fatah, de l'Organisation de libération de la Palestine, va continuer à gouverner l'autorité palestinienne en Judée-Samarie, alors que le Hamas va prendre le pouvoir à Gaza. Il va y avoir un coup d'État. Donc, le Hamas va chasser les forces et le gouvernement du Fatah de la bande de Gaza. On aura vraiment ces 2 territoires-là qui seront divisés. Donc, on se retrouve à partir de 2007 avec 2 Palestines qui sont quand même totalement différentes. Et en même temps, c'est des oppositions importantes parce que si vous allez en Judée-Samarie, les militants du Hamas se font arrêter, emprisonner. Et c'est la même chose si vous allez dans la bande de Gaza, si vous êtes un sympathisant du Fatah. Mais évidemment, c'est la prison qui vous attend aussi. Donc, c'est vraiment sérieux. Il y a eu plusieurs tentatives de réconciliation interpalestinienne depuis 2007. Elles ont toutes échoué. À chaque fois, j'ai vu dans l'actualité à plusieurs reprises, ça y est, grand accord entre les 2, et je savais déjà d'avance, dans mon cœur, que ça ne durerait pas. Et évidemment, ça ne durerait pas. Il n'y a aucune réconciliation possible jusqu'à maintenant. Et ça, en même temps, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rend extrêmement difficile toute tentative de négociation israélo-palestinienne, parce que à qui tu parles? On peut tenter de négocier avec le Fatah, l'autorité palestinienne, mais le Hamas n'est pas dedans. Et évidemment, ça fait que c'est très, très problématique d'avoir une négociation dans cette situation-là du côté d'Israël. Donc, cette division interpalestinienne-là, évidemment, on se retrouve avec le Hamas qui gouverne à Gaza. Mais pourquoi le Hamas est-il capable de gouverner à Gaza? Pourquoi Israël n'est-il pas là? Simplement, c'est qu'en 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza, autant au niveau de l'armée qu'au niveau des implantations. Donc, on a sorti les implantations de la bande de Gaza. Évidemment, la bande de Gaza était totalement palestinienne, avec autonomie totale palestinienne.
Et le Hamas prend le pouvoir en 2007, on l'a vu tout à l'heure aussi. Et le Hamas va gouverner quand même un territoire minuscule, une population très importante. La bande de Gaza, c'est 2 millions d'habitants sur un territoire de 360 km². Vous donnez une idée, la bande de Gaza, c'est plus petit que l'île de Montréal, qui fait 499 km². Donc, c'est une population très entassée, très serrée, et aussi avec avec des conditions extrêmement difficiles. Donc, c'est un pays où il y a beaucoup de misère humaine. Le taux de chômage est de 50 %, le taux de pauvreté est de 70 %. On a le Hamas qui est un gouvernement extrêmement autoritaire, extrêmement répressif. La population, une certaine partie de la population l'appuie, mais quand même une partie de la population qui se sent prise au piège par ce gouvernement autoritaire-là. Il y a des manifestations parfois contre le Hamas qui ont été, évidemment, qui se sont retrouvées avec beaucoup de répression de la part des autorités du Hamas. Et en même temps aussi, c'est que la présence du Hamas est plus grave pour Israël aussi, parce que Israël et le Hamas vont on pourrait dire, se faire la guerre depuis 2007. Ils vont s'affronter de façon continue depuis 2007. Ce n'est pas toujours la guerre totale, mais on a toujours des épisodes où le Hamas va lancer des roquettes, comme on le voit sur la carte ici, toutes sortes de roquettes, toutes sortes de missiles, toutes sortes de fusées, avec des portées quand même variables. Certaines ont une portée plus courte de quelques kilomètres, alors que d'autres peuvent atteindre jusqu'à Tel Aviv. Et donc, évidemment, il y a toujours ces lancements de roquettes-là. C'est suivi par des représailles militaires israéliennes avec des attaques israéliennes sur la bande de Gaza. Et évidemment, il y a toujours un potentiel explosif parce qu'il y a eu 3 guerres avec des incursions israéliennes dans la bande de Gaza en 2008, en 2012 et en 2014, qui ont fait évidemment beaucoup de victimes du côté des Palestiniens. Les attaques aussi à la roquette ont fait des victimes chez les Israéliens aussi. On a aussi, depuis l'année dernière, des manifestations majeures à Gaza sur la frontière israélienne qui vont déborder sur le territoire israélien. Et donc, l'armée va se retrouver sur ce territoire-là. Donc, c'est des tensions extrêmement difficiles. Puis aussi, depuis l'année dernière, on a vu, étant donné que le Hamas ne peut plus faire d'attentats terroristes sur le territoire israélien à cause de la clôture de sécurité, on voit aussi que le Hamas va trouver d'autres tactiques pour nuire à Israël. Ils vont lancer des ballons et des cerfs-volants incendiaires, et ces ballons-là vont enterrer dans les champs et vont détruire des milliers d'hectares de champs en Israël. On l'a vu l'année dernière, on l'a vu aussi cette année aussi. Donc, on a vraiment cette destruction-là qui va être quand même importante. En même temps, on pourrait se demander, est-ce qu'Israël pourrait parler au Hamas? Est-ce que le Hamas pourrait être un interlocuteur valable? Est-ce que le Hamas pourrait faire un compromis? Malheureusement, non. Parce que dans la théologie du Hamas, évidemment, on a vu tout à l'heure que le Hamas est un groupe islamiste, et la théologie du Hamas suit celle de Al-Mawardi, qui a vécu plusieurs années, de 975 à 1058 après Jésus-Christ. Et lui, c'est un systématicien du Coran, c'est un érudit du Coran. Et pour lui, le monde est divisé en deux. La terre est divisée en deux, entre la terre qui appartient pas à l'islam et la terre qui est à l'islam. Cette terre-là s'appelle le Dar ul-Islam, qui s'appelle la maison de l'islam. Et évidemment pour le Hamas et pour ce systématicien-là, la terre, la maison de l'islam ne peut pas être donnée à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Ce serait une trahison envers l'islam. Et on a vu aussi que dans une des émissions qu'on a vues, qu'on avait le territoire israélien a été occupé par les Arabes à partir des années 600 jusqu'en 1917. Ce qui fait que pour le Hamas, c'est impossible de penser à redonner une parcelle de territoire d'Israël à Israël, et Israël le sait bien, et c'est pour ça que toute négociation est virtuellement impossible. Donc, tout ce qui se passe depuis 2007, c'est qu'on a quelques guerres sporadiques, des attaques, des cessez-le-feu. Évidemment, Israël n'ose pas non plus vouloir faire une guerre totale au Hamas, parce que les forces sont quand même importantes en présence aussi. Et donc, dans ce cas-là, ça fait que la Hamas à Gaza est vraiment une épine dans le pied d'Israël, et on ne sait vraiment pas quoi faire avec cette situation-là. Donc, parallèlement à tout ça, le gouvernement israélien, la communauté internationale ont quand même tenté de résoudre le conflit israélo-palestinien. Évidemment, la collaboration du gouvernement israélien était variable, parfois plus, parfois moins. Chez les Palestiniens, évidemment, le Hamas n'a jamais voulu embarquer dans toutes sortes de négociations. L'autorité palestinienne qui gouverne en Judée-Samarie, par exemple, à partir de 2007, va tenter, évidemment, de vouloir négocier. Il va y avoir plusieurs tentatives de paix, plusieurs initiatives de la communauté internationale. Les gouvernements, par exemple, de M. Bush, de George W. Bush et de M. Barack Obama vont tenter de réunir les parties pour une négociation. Il va y avoir l'Union européenne, il va y avoir aussi l'ONU qui va tenter aussi de
régler le conflit israélo-palestinien, d'inviter les gens, d'emmener les gens à la table des négociations pour que ça se règle. Malheureusement, toutes les tentatives ont avorté. Il n'y a jamais eu vraiment de négociations qui ont été relancées depuis l'échec des accords de Camp David en 2000. Et donc, on a tenté, dans toutes ces tentatives-là, un point commun, c'est qu'on a toujours tenté une solution à 2 États. C'est toujours le point commun qui a été lancé, un État israélien, un État palestinien, conformément encore à Joël 3.2, qui dit que vous êtes partagé ma terre. C'est ce que Dieu dit à Israël, à la communauté internationale aussi, vous êtes partagé ma terre. Et donc, il y a toujours cette solution-là, toujours cette solution qu'on tente, mais plus qu'on avance, plus les implantations sont construites, plus que les Palestiniens se radicalisent avec la Hamas, plus qu'on voit qu'on n'avance pas dans cette situation-là. Et dans les tentatives de négociation, on va tenter évidemment, pour relancer le processus de paix, d'imposer des conditions. Par exemple, la communauté internationale va demander à Israël ce qui arrête la construction des implantations autant en Judée-Samarie que dans la partie est de Jérusalem. Ce qu'Israël rétorque que c'est impossible parce que ces territoires-là font partie, par exemple, de la terre ancestrale des Juifs. Donc, blocage de ce côté-là. Ils vont demander aussi aux Palestiniens d'arrêter la violence. Donc, les groupes armés, parfois qui sont, par exemple, ceux du Hamas, échappent au contrôle de l'autorité palestinienne, continuent quand même à poser des actions violentes. Donc, on n'avance pas de ce côté-là. En même temps aussi, ce qui arrive, c'est que les actions palestiniennes vont susciter la méfiance envers Israël. On voit par exemple que la division interpalestinienne va saper énormément la crédibilité des Palestiniens comme un acteur fiable et valable pour une négociation. En même temps aussi, c'est que le gouvernement israélien va reprocher à l'autorité palestinienne qui est supposée vouloir la paix, d'avoir une mollesse envers les groupes armés, envers les attentats qui sont commis contre Israël. On a eu la deuxième intifada, par exemple, de 2000 à 2006. L'ancien président de l'autorité palestinienne, Yasser Arafat, qui était là jusqu'en 2004, jusqu'à son décès en 2004, a été vraiment joué un double jeu de ce côté-là. Par la suite aussi, donc, on va reprocher au gouvernement palestinien de ne pas faire grand-chose contre la violence. Évidemment, il n'y a plus d'attentats suicides en Israël, mais parfois, il y a des gens qui vont poignarder, ils vont tirer des balles de fusil sur des Israéliens, mais on voit qu'il y a une certaine mollesse de ce côté-là. Autre chose aussi qui est plus important, c'est que les Palestiniens, l'autorité palestinienne va poser des gestes diplomatiques qui vont largement indisposer Israël. Par exemple, en 2012, le gouvernement de l'autorité palestinienne va proclamer l'indépendance de l'État d'Israël en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza et dans la partie est de Jérusalem, sans aucune négociation avec Israël, une façon simplement de faire pression sur Israël par la communauté internationale. Évidemment, ça va indisposer le gouvernement israélien. Du côté du gouvernement israélien aussi, on n'est pas blanc comme neige non plus, parce que les Palestiniens vont reprocher au gouvernement israélien de continuer les constructions des implantations qui fait que ça gruge de plus en plus les territoires palestiniens, puis aussi la question de la clôture de sécurité aussi qui est fortement dénoncée par les Palestiniens. Par la suite, en 2017, le président Trump prend le pouvoir en janvier 2017 et le président Trump va promettre encore une fois, comme plusieurs présidents auparavant, d'avoir un nouveau plan de paix, de régler le conflit israélo-palestinien. Et en 2018, le président Trump, assisté de son neveu Jared Kushner, vont affirmer qu'ils ont un plan de paix de prêt. Ce plan de paix, on ne l'a pas encore vu. Le gouvernement Trump considère que le fruit n'est pas mûr, mais il a promis que le plan serait présenté après les élections de septembre 2019 qui auront lieu en Israël. Qu'est-ce que comprend ce plan de paix-là? En quoi est-il différent comme les autres? On avait toujours la même solution, 2 États, et on ne semblait pas avancer. Et M. Trump a promis que ce plan serait différent des autres plans de paix. Premièrement, la solution à 2 États est incertaine. Donc, c'est la première fois qu'un président américain ouvre la porte à une solution autre qu'une solution à 2 États. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ce ne sera pas ça? On n'est pas certain. Il y a quelques fuites qui ont sorti, mais ce n'est pas très clair. Tant qu'on ne verra pas le plan, on ne pourra pas savoir. Deuxièmement, c'est qu'il y a une nouveauté dans son plan de paix aussi, c'est qu'il va amener de fortes incitations économiques, des incitatifs économiques importants. On a parlé de montants jusqu'à 50 milliards de dollars qui seraient investis dans les territoires palestiniens pour améliorer la vie économique. Donc, on croit qu'avec de l'argent, avec des investissements en infrastructure notamment, on pourrait améliorer le sort des Palestiniens et les rendre plus heureux et modérer leur ardeur aussi dans ce conflit-là.
Autre point aussi, c'est que est-ce qu'on aurait une autonomie limitée pour les Palestiniens, vu que la solution à deux États n'est pas possible? Est-ce qu'on aurait quelque chose qui ressemblerait aux accords d'Oslo? C'est pas très clair, ça non plus. Donc, un point d'interrogation par rapport à ça. En même temps aussi, est-ce qu'on pourrait, dans ce plan-là, sortir des sujets classiques, que ce soit les implantations, le partage territorial, que ce soit Jérusalem, le retour des réfugiés? Donc, M. Trump a laissé entendre qu'on pourrait avoir autre chose que ça. Mais évidemment, ce n'est pas très clair qu'est-ce qu'on va avoir et on attendra, évidemment, à l'automne 2019, on l'espère, de voir ce plan-là. À mon avis, je crois que ce plan-là n'est pas, le succès de ce plan-là n'est pas garanti. Malheureusement, premièrement, c'est que pour faire un plan de paix, pour négocier un plan de paix, ça prend deux interlocuteurs. Et du côté de l'autorité palestinienne, on a décidé l'année dernière, en 2018, de se retirer de tout contact avec le gouvernement Trump. La raison est simple, c'est qu'en 2018, le gouvernement Trump a décidé de déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, territoire revendiqué par les Palestiniens aussi. Et pour les Palestiniens, ça a été un geste quasiment de guerre en disant c'est un geste d'hostilité. On a vu que le gouvernement Trump était fortement pro-israélien et on a décidé de retirer tout contact. En même temps, le gouvernement Trump aussi a posé des gestes de rétaliation contre, par exemple, le gouvernement, l'autorité palestinienne, en coupant le financement, en chassant la délégation de l'autorité palestinienne de Washington. Et donc, les relations sont au point mort absolument entre les deux groupes. Les deux ne se parlent pas. Et en même temps aussi, c'est qu'on voit une manifestation de cette hostilité-là, parce qu'en juin 2019 de cette année, le gouvernement Trump a convoqué à Bahreïn, a réuni les États arabes, ainsi a invité l'autorité palestinienne pour une conférence qui était préparatoire au plan de paix où on amènerait des promesses d'investissement économique allant jusqu'à 50 milliards et l'autorité palestinienne a décidé simplement de boycotter cet événement-là. Donc, c'est quand même ironique de voir qu'on parlait d'un plan d'aide aux Palestiniens dans un futur plan de paix, mais les intéressés n'étaient pas là. Donc, ça ne part pas très bien de nos côtés. Du côté du gouvernement israélien, avec le gouvernement de M. Netanyahou, on n'est pas vraiment disposé, on peut dire, à faire des compromis. Donc, le gouvernement israélien de Netanyahou est quand même plus ferme par rapport à la volonté d'Israël de garder la mainmise sur l'ensemble des territoires. Israël n'est pas vraiment disposé à deux États, donc on voit vraiment une fermeture par rapport à ça. Dans sa coalition gouvernementale passée, il y a des partis politiques qui étaient vraiment absolument contre ça. Est-ce qu'Israël va faire des compromis sur Jérusalem? Moi, je crois que non. Le retour des réfugiés, la position est quand même assez ferme ici. Donc, M. Netanyahou n'est pas vraiment ouvert à ça. Surtout que M. Netanyahou a promis, comme on voit sur la carte ici, que toutes les implantations qui se situent dans la zone C, les implantations sont toutes dans la zone C, de toute façon, seraient annexées à Israël. Donc, ce qui resterait à la Palestine, c'est les zones, en plupart ici, qui seraient les zones A et B. Et donc, c'est vraiment pas clair qu'on va aller vers un plan de paix réussi de la part de cette dernière tentative-là, de la part de la communauté internationale. Donc, pour résumer, aujourd'hui, nous avons parlé de la question du rôle des Palestiniens et de la question aussi du processus de paix qui a lieu depuis le début du conflit israélo-palestinien. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine émission où on va parler des actions et du rôle des acteurs internationaux, particulièrement dans l'actualité récente. Ici Patrick Vanasse pour Théovox.